Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. On va commencer cet épisode en partant loin à la découverte de nouvelles exoplanètes. Peux-tu nous parler de Tigardin B et Tigardin C? Bonjour Ray. Ta question tombe bien puisqu'on a beaucoup hésité à en parler dans DNDE la semaine dernière. Tigardin est une naine rouge située à seulement 12 années-lumière de chez nous. Malgré sa proximité, elle n'a été découverte qu'en 2003. Et depuis le 18 juin dernier, on sait qu'elle abrite deux planètes à peine plus massives que la Terre dans sa zone habitable. Toutes deux ont été découvertes grâce à la méthode des vitesses radiales. On ne dispose pas d'assez d'informations pour déterminer leur niveau d'habitabilité réel. On peut tout de même dire qu'elles sont très bien positionnées. Si Tigardin B, la planète la plus proche de l'étoile, dispose d'une atmosphère similaire à celle de la Terre, alors sa température moyenne devrait être de 28 degrés environ, plutôt accueillant. Elle vient ainsi de se placer tout en haut de la liste des planètes connues les plus semblables à la Terre. Tigardin C serait cependant plus froide, à moins 47 degrés environ. Cette configuration peut rappeler le couple Terre-Mars, mais il faut bien entendu rester prudent. Tout comme Proxima du Centaure, l'étoile Tigardin est une naine rouge. La question se pose encore de savoir si la vie est possible autour de ces étoiles. Elles peuvent en effet être sujettes à des éruptions très violentes. S'il y a des habitants sur Tigardin B, il leur sera un peu plus facile de nous étudier. Vu depuis leur planète, le système solaire présente une configuration qui rend la détection par transit possible, ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse. Ils ont donc tous les éléments en main pour déterminer la masse et le diamètre de la Terre, ce qui devrait éveiller leur curiosité. De notre côté, il nous faudra attendre les progrès de l'imagerie directe pour en savoir un peu plus. Ces deux nouvelles planètes constituent une cible de choix étant donné leur proximité. C'est le quatrième système le plus proche présentant des planètes habitables potentielles après Proxima du Centaure, To Ceti et l'étoile de Luyten. On revient maintenant sur Terre avec la question de Tark Frank. Combien de temps faut-il en moyenne pour créer un rover ou un satellite destiné à une autre planète? On peut parfois s'étonner du temps considérable qu'il faut pour mettre au point une mission spatiale. Le premier rover martien de l'ESA, Rosalind Franklin, décollera en 2020. L'Agence spatiale européenne a approuvé son financement en 2014. 6 ans, c'est très long. Et encore, on ne compte pas ici les différentes discussions préliminaires qui nous ramèneraient probablement au début des années 2000. Construire un rover ou un orbiteur, c'est bien plus compliqué que boulonner ensemble quelques pièces. Il y a des accords politiques à trouver, des financements à sécuriser, des expériences et des technologies à développer. Quasiment toutes les pièces de ces machines sont faites sur mesure. Lorsqu'on en arrive à l'assemblage, les phases préliminaires ont déjà coûté tellement cher qu'on préfère en rajouter une couche avec des séances de tests intensives. Ces tests ne se passent pas toujours comme prévu et il faut alors reprendre une partie du développement. James Webb ou la Dragon Crew en sont de parfaits exemples. Les missions les plus ambitieuses peuvent ainsi représenter le travail de toute une vie pour certains chercheurs, de la conception d'un instrument à l'analyse de ses résultats. On peut toutefois gagner un peu de temps en réutilisant des plateformes. C'est ce que fait la NASA avec son nouveau rover Mars 2020, qui reprend largement le design de Curiosity. Lorsque cette nouvelle génération de rovers tentera de se poser sur Mars, nous serons les premiers à trembler d'excitation. Essayez donc d'imaginer ce que ressentiront les ingénieurs et les scientifiques qui ont consacré des années, voire des décennies, à donner vie à ces projets. On passe du côté de SpaceX avec une question que vous avez souvent posée. Pourquoi SpaceX ne fait pas plutôt atterrir son booster principal sur la terre ferme? Bonjour Sanguinius. En fonction des profils de mission, les premiers étages de Falcon 9 peuvent revenir se poser sur Terre ou en mer.
Pour la Falcon Heavy, les deux boosters latéraux se posent près de leur site de décollage, tandis que l'étage central vient atterrir sur une barge à quelques 1000 km des côtes, ou du moins il essaye. Cette solution lui permet de pousser plus longtemps. Il a besoin de brûler moins d'ergols que pour revenir vers son site de décollage. Il n'a en effet pas besoin de faire demi-tour, mais peut simplement continuer sur sa trajectoire balistique. Atterrir sur terre ou en mer est donc essentiellement un compromis entre le travail que doit fournir le premier étage et le coût de récupération. Pour les charges les plus légères et les orbites les plus facilement atteignables, SpaceX peut se permettre de ramener son premier étage près du site de décollage. Si on vise un peu plus lourd ou loin, il y a l'option barge. Et dans les cas les plus extrêmes, l'entreprise peut décider de perdre un premier étage pour pousser encore plus longtemps. Une grande partie des performances de la fusée dépend donc de ce qu'on décide de faire de ce premier étage. Dans un tweet récent, Elon Musk a concédé qu'il voit là une faiblesse de la Falcon 9. Son premier étage fournit trop de travail par rapport au second. C'est quelque chose qui devrait changer avec Starship. Dans ce dernier, le second étage, / vaisseau spatial, contiendrait proportionnellement plus de carburant. Le premier étage montera donc moins haut, moins vite et sera donc soumis à moins de contraintes. Son profil de vol devrait aussi être plus uniforme, quelle que soit sa charge utile, puisqu'une grande partie de la performance dépendra du second étage. On enchaîne avec la question de Marine sur les couchers de soleil sur Mars. Pourquoi les couchers de soleil sur Mars sont-ils bleus ? Bonjour Marine. En effet, sur de nombreuses photos prises depuis le sol de Mars, on peut voir que lorsque le soleil est très bas sur l'horizon, l'atmosphère environnante semble prendre une couleur bleutée. Alors qu'en journée, celle-ci apparaît plutôt rouge. Il faut déjà commencer par dire que bon nombre de ces photos ne sont pas calibrées pour être le plus fidèles possible. Les couleurs ou le contraste sont spécialement choisis pour aider à faire ressortir les détails du terrain, puisque c'est après tout le sujet d'étude des robots qui prennent ces photos. Certaines images sont prises avec des filtres spéciaux pour donner des rendus plus fidèles. Le panorama dénommé Lion King, pris par Opportunity en 2004, donne ainsi un rendu probablement très proche de ce que percevrait un œil humain à la surface de la planète rouge. On peut voir que le ciel y prend une couleur rouge-marron. Cette couleur n'est cependant pas celle de l'atmosphère à proprement parler. Elle est due à la poussière en suspension qu'on retrouve presque tout le temps et partout sur Mars. Débarrassé de cette poussière, le ciel apparaît probablement bleu-noir, un peu comme le ciel terrestre depuis un point d'observation situé à quelques dizaines de kilomètres d'altitude. Quelle que soit l'heure de la journée et les conditions météo, le soleil est lui entouré d'un halo bleuté. Ce dernier est beaucoup plus visible durant les levées et les couchers du soleil. La poussière martienne disperse en effet la lumière bleue jusqu'à un angle de 28 degrés environ. Les cieux martiens semblent offrir un spectacle de couleurs assez impressionnant. Du rouge, du bleu, du marron et parfois quelques touches de vert. Comme les appareils photo ne peuvent jamais reproduire parfaitement la sensibilité d'un œil humain, il faudra aller sur place pour se faire une idée définitive. On va terminer cet espace commentaire en parlant de piratage avec la question de Simon. Pouvez-vous nous en dire plus sur le piratage qu'a subi la NASA en avril 2018 sur des missions martiennes ? Il semblerait que la faille de sécurité venait d'un ordinateur Raspberry Pi. Bonjour Simon. En effet, un rapport publié fin juin nous apprend que la NASA a récemment été victime d'une attaque informatique assez conséquente. Cette dernière a été détectée en avril 2018, mais les intrus ont apparemment pu se balader sur le réseau du JPL pendant les 10 mois précédents, sans être inquiétés. Ce qui leur a permis de subtiliser 500 mégaoctets de données sur les missions martiennes et Curiosity en particulier. Le ou les auteurs de l'attaque ont aussi pu accéder au Deep Space Network, le réseau d'antennes de l'agence qui lui permet de suivre ses missions les plus éloignées. Le rapport de la NASA ne nomme pas l'auteur de l'attaque si toutefois il a été identifié. Il pourrait s'agir d'un groupe affilié à un gouvernement, ce qui ne serait pas une première. En décembre 2018, le département de la justice américain a condamné 2 hackers chinois appartenant au groupe APT10 pour une campagne de cyberespionnage qui s'est étalée sur plus de 10 ans et a entre autres ciblé la NASA. Pour les agences et les entreprises du spatial, la sécurité informatique est une préoccupation de plus en plus importante. En plus de protéger les réseaux, il faut aussi former les employés à reconnaître des situations louches, comme un Raspberry Pi qui n'a rien à faire là.
Dans un contexte de compétition renforcée sur le marché des lanceurs et d'une éventuelle seconde course à la Lune, on peut s'attendre à ce que les acteurs du spatial soient de plus en plus visés par ce type d'attaque. Une problématique d'autant plus réelle si demain l'essentiel du trafic internet passe par des satellites. Voilà, cet espace commentaire est déjà terminé, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.